Les fonctions convexes, c'est un sujet abordé dès la spécialité mathématique au lycée, et on sait pas trop pourquoi. On parle de chordes, de tangentes, de dérivées secondes, d'inégalités, beaucoup de concepts se mélangent et on voit pas forcément bien où on veut en venir. Ensuite, on arrive en études supérieures, et là, c'est encore pire. On nous présente une définition de la convexité qui semble au premier abord n'avoir rien à voir avec tout ce qu'on a vu au lycée. Et plein de théorèmes et résultats associés dont on nous dit qu'ils sont très puissants et utiles sans vraiment comprendre pourquoi. Alors si vous n'avez jamais vraiment compris le concept de convexité en profondeur et êtes un petit peu perplexe devant certains exercices sur le sujet, ou même que vous avez bien compris mais que vous voulez approfondir votre intuition, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va partir de la définition intuitive et géométrique de la convexité et construire pas à pas la définition analytique relative aux fonctions, et ce de manière tout aussi intuitive. Cette vidéo est la première d'une mini-série Isomaths, dans laquelle on va grossièrement couvrir tout le cours de prépa sur la convexité. Et ce, en étant intuitif, mais rigoureux. Allez, on a beaucoup de choses à voir, alors ne perdons pas plus de temps. La convexité, à l'origine, c'est une notion qui sert à classifier des formes géométriques. Dans cette vidéo, les formes géométriques qu'on va considérer seront pleines. On parlera de disques et de rectangles pleins, non pas de cercles et juste de bords de rectangles. En français, on qualifie un objet de convexe lorsqu'il est arrondi vers l'extérieur. À l'inverse, quand la courbure d'un objet est vers l'intérieur, on le qualifie de concave. Selon cette définition, par exemple, les disques et les ellipses pleines sont convexes, tandis que des formes plus complexes arrondies vers l'intérieur à un endroit ne le sont pas. Cette définition, elle est parfaitement suffisante pour la vie de tous les jours, mais elle manque de précision pour la rendre rigoureuse en termes mathématiques. Et ce qu'on aimerait, c'est un critère qu'on pourrait essayer d'appliquer à toute forme géométrique pour déterminer rapidement si elle est convexe ou non. Étant donné que cette définition en français, elle se réfère à l'arrondi, donc à la courbure des objets, on pourrait essayer de s'aventurer dans une définition propre et mathématique de ce que serait la courbure aujourd'hui. Mais il n'y a absolument pas besoin de ça, on peut faire beaucoup plus simple. Mais pour construire cette définition, soi-disant beaucoup plus simple, on doit se poser la question, comme souvent en mathématiques, de la convexité dans des cas extrêmes. Un carré, c'est clairement pas arrondi vers l'extérieur à aucun endroit, mais vers l'intérieur non plus. En fait, c'est pas arrondi du tout, puisque ces bords sont des lignes droites, donc des segments, ce qui est l'exact entre-deux de la convexité et de la concavité. Alors, doit-on considérer un carré comme convexe ? Eh bien, dans le cas des formes géométriques, pour obtenir la définition la plus simple possible, il vaut mieux considérer que oui. Et cette définition, c'est la suivante. Une forme géométrique, donc un ensemble de points du plan, est dit convexe si, pour toute paire de points lui appartenant, le segment entre les deux points est entièrement contenu dans la forme géométrique. Autrement dit, une forme géométrique est dite convexe si, en partant de n'importe quel point qui est situé à l'intérieur, on peut rejoindre n'importe quel autre point de la forme en ligne droite et ce, sans jamais en sortir. Alors, pour se convaincre du rapport entre cette définition et la définition intuitive en français avec la courbure, il suffit de faire quelques dessins. Le disque est évidemment convexe, tandis que l'autre forme qu'on a prise comme exemple au début ne l'est pas. En prenant deux points de part et d'autre de l'endroit où la forme se courbe vers l'intérieur, on ne peut pas les rejoindre en ligne droite sans sortir de la forme géométrique. Et la différence fondamentale entre ces deux cas, c'est bien la courbure. Une forme arrondie vers l'extérieur va forcément englober tous les segments entre ces points intérieurs, alors qu'une forme arrondie vers l'intérieur va en exclure une partie. Et la frontière entre les deux, le cas extrême de convexité, eh bien c'est le cas d'une forme dont le bord est une ligne droite, comme un carré. Dans ce cas-là, en prenant deux points intérieurs, il n'y a évidemment pas de problème, puisqu'il n'y a aucune courbure vers l'intérieur, et pour deux points du bord, on peut les rejoindre en ligne droite, mais on doit pour cela exactement rester sur le bord de la forme. Mais ça ne pose aucun problème. Le segment est bien contenu dans la forme géométrique, car il est contenu dans le bord qui évidemment en fait partie. Bon, à première vue, la définition géométrique qu'on vient de donner, elle a l'air parfaitement équivalente à la définition en français. Mais si on regarde bien, c'est un petit peu faux. En effet, cette définition géométrique, elle ne prend pas en compte que la courbure du bord d'une forme. Si je creuse un trou dans un disque, qui est parfaitement convexe, alors on ne peut pas traverser de part et d'autre du trou en ligne droite sans sortir du disque troué. Donc il n'est pas convexe. Avec ça, on comprend que la convexité géométrique, c'est une notion un peu plus précise et subtile que la manière dont je l'ai présentée. Mais ça appartient, comme on vient de le dire, au domaine de la géométrie et de la topologie. Et aujourd'hui, on est là pour parler de fonctions réelles. Et ces nuances qu'on apporte ne sont pas utiles dans le cas des fonctions convexes. Alors venons-en justement à ces fonctions. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, une fonction convexe? Dans les prochaines vidéos de la série, on va motiver pourquoi on s'intéresse à de telles fonctions. Mais pour aujourd'hui, on va se contenter de bien comprendre la définition que voici. On dit d'une fonction réelle f définie sur un intervalle i qu'elle est convexe si son épigraphe, c'est-à-dire l'ensemble des points situés
au-dessus de sa courbe représentative est convexe. Alors le terme central de cette définition, c'est évidemment épigraphe, alors précisons un petit peu mieux ce que c'est. Quand je dis l'ensemble des points au-dessus du graphe de la fonction, je ne parle que des points au-dessus des endroits où f possède effectivement un graphe, donc au-dessus du domaine de définition de f, qui est ici i. Par exemple, si f est une fonction définie sur un segment AB, son épigraphe, c'est l'ensemble des points x, y du plan, tels que l'abscisse, donc x, est située entre a et b, donc dans i, et dont l'ordonnée, c'est-à-dire y, est supérieure ou égale à f de x, c'est-à-dire dont l'ordonnée est plus grande que l'image de la fonction en l'abscisse du point, donc le point est bien situé au-dessus du graphe de f. Alors, cette définition, elle paraît pas trop choquante au premier abord, mais on se doit de quand même éclaircir quelques points. Maintenant qu'on sait ce qu'est l'épigraphe, cette définition, elle paraît pas trop choquante au premier abord. On a une certaine forme géométrique, on demande est-ce qu'elle est convexe ou non. Mais on se doit quand même d'éclaircir quelques points, parce que l'épigraphe, c'est pas exactement une forme géométrique comme un disque, un carré, dont j'ai parlé avant. Et ça pour deux raisons majeures. Et la première, c'est parce qu'il n'est pas borné. Dans l'exemple que j'ai dessiné, j'ai arrêté de colorier l'épigraphe à la limite de mon axe des ordonnées, mais c'est complètement arbitraire. Un point ici, ici, ici ou là appartient parfaitement à l'épigraphe. Ils peuvent aller aussi haut qu'on veut, puisqu'une fois qu'on a dépassé le graphe de f, il n'y a plus de limite, on peut aller jusqu'à l'infini en hauteur. Alors ça peut paraître un peu abstrait quand on parle de courbure vers l'intérieur, extérieur, etc. Mais si on y réfléchit bien, c'est une bonne nouvelle. Si on prend des points qui sont assez hauts au-dessus du graphe de f, eh bien il n'y a aucune chance que le segment entre les deux sorte de l'épigraphe, puisqu'ils ne vont rencontrer aucun bord, ni même aucun trou, puisque l'épigraphe contient tous les points au-dessus du graphe, sans exception. Donc si un épigraphe n'est pas convexe, le problème ne se situerait certainement pas ici. Et ce problème potentiel, il va pas se situer sur les côtés non plus, puisque les bords sont des segments, car on ne considère que les points dont l'abscisse est dans l'intervalle où f est défini. Or, quand les bords sont des segments, la définition qu'on a donnée plus tôt nous dit que la forme est convexe. D'ailleurs, dans le cas où l'intervalle de définition n'est pas borné, on retrouve le même comportement sur les côtés qu'au-dessus du graphe. Les points ne rencontrent jamais de bord, donc les segments seront toujours à l'intérieur de l'épigraphe. En ayant remarqué ça, on comprend bien que pour qu'une fonction ne soit pas convexe, il faut qu'il y ait un problème proche de son graphe. Alors, regardons ça de plus près. Tout à l'heure, on a donné comme exemple de non-convexité cette forme, avec ce bord particulier. Et pour imaginer une fonction non convexe, on peut donc utiliser la même idée. Une fonction avec un tel graphe est non convexe. En prenant deux points de part et d'autre de l'arrondi intérieur, le segment qui les relie passe au moins à un endroit en dessous du graphe de f, donc sort de l'épigraphe. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, remarquons qu'ici, les notions d'intérieur et extérieur sont mieux définies. L'intérieur est vers le haut, l'extérieur est vers le bas. Pour déterminer la convexité ou non, on peut faire encore mieux. On n'a pas besoin de regarder des points qui sont proches du graphe de f. Non, on peut uniquement considérer les points qui sont directement sur le bord de l'épigraphe, c'est-à-dire le graphe. Je vais pas détailler cette dernière affirmation. Alors avant de passer à la suite, je vous encourage vivement à faire pause et vous convaincre, grâce au schéma, que dans le cas d'une fonction continue, si on peut trouver deux points qui sont strictement au-dessus du graphe, tels que le segment les reliant sort de l'épigraphe, alors on peut trouver deux points directement sur le graphe, dont le segment qui les relie passe aussi en dessous de l'épigraphe. Ok, on y voit maintenant un peu plus clair sur cette histoire d'épigraphe convexe. Mais cette définition, elle est quand même vachement pas pratique. Et en fait, elle est quasiment jamais utilisée. Et si je l'ai présentée, c'est pour faire le lien avec la notion plus générale de convexité en géométrie. Mais dans le cas précis des fonctions réelles, on va pouvoir considérablement la simplifier. Alors, allons-y. Pour vérifier la convexité d'une forme géométrique en général, on doit prendre en compte des segments qui vont dans n'importe quelle direction. Donc la notion d'extérieur et d'intérieur, elle est assez floue. Mais pour le graphe des fonctions, mais dans le cas de la définition de la convexité pour les fonctions, c'est assez simple. L'intérieur de l'épigraphe, c'est ce qui est au-dessus du graphe, tandis que l'extérieur est ce qui est en dessous. Autrement dit, une fonction, elle va être convexe si et seulement si elle est arrondie vers le bas. Ou alors que son graphe est une droite, mais on reviendra sur ça un petit peu plus tard. Une fonction va donc être convexe si et seulement si elle est arrondie vers le bas, ou alors pas arrondie du tout, c'est-à-dire que son graphe est une droite, ce qui revient au cas du carré. Mais on reviendra sur ça plus tard avec la notion de stricte convexité. Et cette orientation naturelle de l'épigraphe, elle nous permet de reformuler la définition de la convexité avec uniquement ce dont on a besoin. En effet, dire que tous les segments entre paires de points sur le graphe, qu'on va appeler des cordes, sont inclus dans l'épigraphe, c'est exactement dire qu'ils sont tous au-dessus du graphe de f. Autrement dit, une fonction f est convexe si son graphe est en dessous de ses cordes. Cependant, attention, on ne demande pas que f soit partout en dessous de toutes ses cordes. Pour que f soit convexe,
Elle doit être, pour toutes les cordes, en dessous de la dite corde, entre ses extrémités uniquement. F peut tout à fait être supérieur autre part. Ça n'a rien à voir avec le fait que le segment soit inclus dans l'épigraphe ou non. Bon, et ben là, on pourrait s'arrêter, puisqu'on a notre définition géométrique finale de la convexité. Elle est claire, compréhensible, si on donne une fonction et qu'on la graphe, on peut vite déterminer où elle est convexe, où elle ne l'est pas de souci. Pourtant, si vous êtes en études supérieures, vous aurez remarqué que c'est toujours pas exactement la définition initiale présente dans votre cours. Cette manière géométrique de penser la convexité, elle est présentée comme une conséquence, une interprétation d'une autre définition, la définition analytique. Et cette définition analytique, donc avec une formule, elle est nécessaire parce qu'au stade où on en est, si je vous définis une fonction comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire par une formule, eh bien vous aurez bien du mal à me démontrer rigoureusement qu'elle est convexe. Alors oui, vous pouvez toujours établir son graphe et dessiner toutes les cordes que vous voulez pour obtenir une idée intuitive de sa convexité. Mais nous, rigoureusement, on doit le montrer pour toutes les cordes, donc pour chaque paire de points de départ et d'arrivée possible dans l'intervalle de définition. Et ça, on ne peut juste pas le faire géométriquement. La fonction est définie par une formule, donc on doit trouver un moyen de ramener la convexité à un calcul à effectuer, une égalité à vérifier, bref, quelque chose d'algébrique. Et pour ça, il y a de quoi avoir de l'espoir. Au final, la convexité, on commence à le voir venir, on va pouvoir la ramener à des inégalités. En effet, dire qu'une corde est au-dessus de la partie du graphe entre ses extrémités. Ça revient à dire que chaque point de la corde a une ordonnée qui est supérieure à l'image de son abscisse. Pour reprendre les notations précédentes, si on note x, y un point de la corde, on veut y supérieur ou égal à f de x. Et ce, pour tous les points de la corde et pour toutes les cordes. Alors, pour traduire ça en une seule inégalité, il nous faut un moyen compact d'obtenir les abscisses de chaque point du segment AB, pour ensuite comparer les deux ordonnées, une sur la corde et une sur le graphe. Sauf que si on fait ça naïvement, on le voit, on introduit beaucoup de notations, x, y, pour chaque corde, etc., etc. Et donc ça va être compliqué d'avoir une inégalité qui est vraiment facile à manipuler et qu'on peut vérifier en toute généralité. On voudrait donc une méthode qui permet d'englober tous les segments AB, donc toutes les paires d'extrémités le plus directement possible, pour accéder aux valeurs de la fonction ainsi qu'à leur donner des points sur la corde facilement, et si possible avec le moins de paramètres, pour faciliter les notations. Et ça, on va le faire en établissant ce qu'on appelle une paramétrisation des segments. À partir de maintenant, on rentre dans la partie rigoureuse de la vidéo, donc on se doit de fixer des notations. On considère donc f une fonction réelle définie sur un intervalle i qu'on utilisera plus tard, et on choisit ensuite deux points ordonnés de i, a et b. Alors, j'annonce que le segment AB peut être décrit comme l'ensemble des points a fois 1 moins lambda plus b fois lambda, avec lambda qui appartient à 0,1. Autrement dit, j'affirme que pour chaque point x compris entre a et b, il existe un unique lambda compris entre 0 et 1, tel que x est égal à a fois 1 moins lambda plus b fois lambda. Et que, réciproquement, tout réel de cette forme appartient au segment AB. Bon, cette écriture, elle peut paraître obscure au premier abord, mais vous allez voir que c'est rien de compliqué. L'idée à la base de ce qu'on va appeler paramétrisation du segment, c'est d'utiliser lambda comme paramètre pour balayer le segment AB de gauche à droite. Et dans tout ça, le paramètre lambda va représenter le pourcentage d'avancement dans le segment AB auquel on se trouve. Au final, ce qu'on veut faire, c'est en quelque sorte ramener le segment AB au segment 0,1. Et ça nous permettra de définir tous les segments assez facilement, et vous verrez que ce sera utile pour établir la définition analytique la plus simple possible de la convexité. Alors allons-y, on considère un point X choisi au hasard dans le segment AB. Étant donné que notre but, ça va être de le représenter par rapport à son avancement dans le segment, on va considérer que X vient du point de départ qui est A. Autrement dit que X, c'est A plus la distance entre X et A, qui est simplement X moins A. Bon, jusque-là, algébriquement, on n'a rien fait de spécial. Maintenant, on veut mesurer l'avancement de X dans le segment AB comme un pourcentage, donc comme un rapport. Donc nous, on va considérer qu'un avancement de 0, c'est le départ, donc le point A, et qu'un avancement de 1, c'est l'arrivée, donc le point B. Alors, dans ce cas-là, l'avancement de X dans le segment AB, c'est tout simplement le rapport entre la distance X moins A et la longueur du segment AB, c'est-à-dire la distance de A à B, donc B moins A. En effet, ce rapport, qu'on va appeler lambda, c'est exactement la proportion de la longueur du segment qu'on a parcouru en partant de A pour arriver jusqu'à X.
Et ici, le mot proportion, c'est juste un mot plus précis pour dire le pourcentage d'avancement dans le segment AB si on considère qu'on le traverse en partant de A et en allant à B. Donc, en reformulant ça algébriquement, le point X, on l'attend en partant de A et en avançant de lambda multiplié par B moins A. Au final, le point X, on l'attend en partant de A et en avançant de lambda multiplié par B moins A. Puisque si on a traversé 30% du segment, ce qui correspond à une proportion, donc un lambda de 0,3, eh bien la distance qu'on a traversée à partir de A, c'est 0,3 fois B moins A, la longueur totale du segment. Et ça, algébriquement, c'est juste évident. Ça revient simplement à multiplier et diviser le deuxième membre de la somme, c'est-à-dire la distance entre X et A, par B moins A, ce qui préserve parfaitement l'égalité. Ok, on pourrait s'arrêter là et on aurait une paramétrisation parfaitement valide. Mais vous voyez que pour l'instant, on n'a pas encore exactement l'expression qu'il y a dans la paramétrisation usuelle que j'ai donnée. Mais on n'en est vraiment pas loin, parce qu'il suffit de développer l'expression qu'on a obtenue selon lambda, mais au final, on n'en est vraiment pas loin, puisqu'il suffit de développer l'expression qu'on a obtenue selon lambda pour obtenir A plus lambda B moins lambda A, ce qui, en refactorisant selon lambda, nous donne bien A fois 1 moins lambda plus B fois lambda. Et cette dernière version d'écrire la paramétrisation, elle s'interprète simplement. 1 moins lambda, c'est simplement la proportion de A, tandis que lambda, c'est la proportion de B, et X, c'est simplement le point où on arrive en faisant le mélange des deux, c'est-à-dire la somme. Par exemple, pour lambda égale 0, on a 100% de A, donc 1A, et 0% de B, donc on est bien au point A, le début du segment, car on a traversé 0 fois la longueur du segment à partir de A. A l'inverse, pour lambda égale 1, on a traversé une fois la longueur du segment AB à partir de A. On a A fois 1 moins lambda, 0A, et B lambda qui est 1B, c'est-à-dire 100% de B. Un autre exemple assez parlant, c'est lambda égale 1,5, où on a 50% de A et 50% de B. La répartition est moitié-moitié, on se retrouve exactement au point A plus B sur 2, qui est bien le milieu du segment. Au final, dans cette paramétrisation, tout ce qu'on fait, c'est balayer le segment AB en prenant une certaine proportion de A et une certaine proportion de B. Et les proportions, c'est-à-dire les lambdas possibles, c'est toutes les valeurs qui sont entre 0 et 1. Et voilà, on a maintenant parfaitement compris la dernière étape qu'il nous manquait pour arriver à la définition analytique de la convexité, notre objectif du jour. Cependant, dans un souci de rigueur, et pour vous permettre de mobiliser les connaissances et vérifier que vous avez bien compris, voici la preuve rigoureuse de la validité de cette paramétrisation. C'est une preuve très explicite, faite par double inclusion, qui est totalement basée sur l'intuition qu'on s'est construite. Donc je ne vais pas la détailler, mais n'hésitez pas à mettre pause et à prendre le temps pour être certain d'en comprendre les moindres détails. Cela constitue un très bon exercice. Allez, il est temps de conclure. On veut donc traduire l'assertion « f est convexe si et seulement si elle est en dessous de toutes ses cordes ». Pour ça, on doit commencer par prendre en compte toutes les cordes possibles, donc tous les points de départ et d'arrivée A et B possibles dans I. Ensuite, on va s'intéresser à tous les points dont les abscisses sont situées entre les extrémités de la corde, donc entre A et B. Et pour ce faire, d'après notre paramétrisation, il suffit de prendre en compte tous les lambdas dans 0,1. Car ils vont tous correspondre à un unique point sur le segment dont on va appeler l'abscisse C, qui est égale à 1 moins lambda fois A plus lambda fois B. Maintenant, on doit comparer deux ordonnées. La première est celle du point d'abscisse C qui est situé sur le graphe de la fonction f. Autrement dit, il s'agit simplement de f de C. Et la deuxième est l'ordonnée du point d'abscisse C sur la corde qui lie les points A, f de A et B, f de B. Et cette deuxième ordonnée, que j'ai pour l'instant notée avec un point d'interrogation, elle n'est pas aussi simple à obtenir que la première qui est f de C. Pour ça, le plus naturel à faire, c'est d'écrire l'équation de la corde, puis de remplacer l'abscisse par C. Et étant donné qu'on connaît deux points par où passe la corde, ça, c'est très facile à faire. La pente de la corde, c'est simplement la variation en ordonnée pour une variation en abscisse donnée. Et ici, on choisit évidemment la variation en abscisse AB, puisqu'on connaît les valeurs des ordonnées au point A et B. On obtient donc une pente tau qui est f de B moins f de A sur B moins A. De plus, comme la corde passe par le point A, f de A, on peut écrire une équation centrée en A. C'est-à-dire que l'ordonnée, pour l'instant appelée point d'interrogation, associée au point d'abscisse C, c'est simplement f de A plus tau, la pente, fois C moins A, qui est simplement la distance signée de C à A. Cette expression, elle est très simple à comprendre. Pour arriver à l'abscisse C en suivant la corde, on part de A en abscisse, donc de f de A en ordonnée, puis on traverse une distance de C moins A en abscisse, et ce sur une droite de pente tau, donc on traverse tau fois C moins A
en ordonnée. Maintenant, pour obtenir une expression un petit peu plus simplifiée de cette ordonnée, point d'interrogation qu'on va renommer y pour avoir des notations plus propres, il suffit de remplacer taux et c par leurs expressions respectives. Une fois les simplifications faites, on obtient cette autre écriture de y qui, je le rappelle, est l'ordonnée du point d'abscisse C situé sur la corde entre f de A et f de B. Et là, ça va être à vous de jouer. Faites pause et examinez un petit peu cette expression. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Bon, si vous avez joué le jeu, vous avez sûrement remarqué que l'expression qu'on obtient, c'est exactement la valeur d'un point qui aurait traversé une proportion lambda dans le segment f de A, f de B. Mais ça, en réalité, ça ne doit pas nous surprendre. Lorsque l'abscisse traverse le segment AB, eh bien, l'ordonnée sur la corde, elle traverse le segment f de A, f de B. Et la corde étant une droite, l'ordonnée va de f de A à f de B avec une vitesse, ou pente, comme vous voulez, qui est constante. Ce qui implique bien que lorsqu'on a traversé par exemple 20% du segment AB en abscisse, eh bien l'ordonnée sur la corde a traversé 20% du segment f de A, f de B, d'où l'expression qu'on obtient pour Y. Et cette interprétation, elle justifie le fait de s'être embêté à paramétriser les segments AB. Sans paramétrisation, on n'aurait pas pu simplifier la première expression en cette dernière version plus propre. En définitive, la voilà, notre version analytique de la définition de la convexité. Une fonction réelle f définie sur un intervalle i est dite convexe sur i si, pour tout a inférieur à b appartenant à i et pour tout lambda appartenant à 0,1, on a que f de 1 moins lambda a plus lambda b est inférieur ou égal à 1 moins lambda f de a plus lambda f de b. Autrement dit, si l'on prend une corde de f dans l'intervalle i et qu'on prend un point au hasard sur cette corde, alors l'image de l'abscisse de ce point par la fonction f est en dessous de l'ordonnée du point sur la corde, c'est-à-dire que le graphe de f est en dessous de la corde. Et voilà, ça nous a pris un peu de temps et de réflexion, mais rassurez-vous, pour ce qui est de la convexité, on a presque fait le plus dur. En cours de maths, on présente très souvent les définitions comme un point de départ arbitraire donné. Puis, on en déduit toute une théorie qui marche miraculeusement bien avec ces exactes définitions. Mais les mathématiques, en général, ça se fait pas dans cet ordre-là. Le processus d'établissement de définition de nouveaux objets mathématiques, c'est souvent la partie la plus complexe, et c'est aussi celle qui retranscrit le mieux les idées essentielles d'une théorie. Alors voilà, on a fait tout ce qu'on avait à faire pour aujourd'hui, mais vous êtes peut-être encore un petit peu frustré. En effet, dans cette vidéo, on s'est concentré sur l'aspect géométrique de la convexité, et quand bien même on a compris tout ce qu'on a fait, la raison n'est pas encore claire. Pourquoi ces fonctions seraient-elles un tant soit peu intéressantes ? Et de plus, si vous avez été attentif, plusieurs autres questions vous sont peut-être venues à l'esprit. Par exemple, qu'en est-il de la concavité, qui n'a pas été mentionnée ? Aussi, comment utiliser cette définition en pratique pour prouver qu'une fonction est convexe ? Et de plus, pourquoi tous les exemples que j'ai dessinés étaient des fonctions continues? Ou encore, le plus important, comment lier tout cela à la dérivabilité, qui est la manière originale de présenter la convexité au lycée? Eh bien, ne vous inquiétez pas, on répondra à toutes ces questions dans les prochains épisodes de cette série Isomaths sur la convexité. Et on fera ça en développant des outils puissants en pratique, comme l'inégalité des trois pentes, ou encore le théorème de convexité ultime, à la source d'un nombre ahurissant de résultats très utiles dans plein de domaines des mathématiques, l'inégalité de Jensen. Mais avant toute chose, félicitez-vous d'avoir suivi ce premier épisode jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à prendre une pause en vous abonnant à la chaîne et en likant la vidéo. De plus, si vous avez une quelconque remarque ou question, l'espace commentaire est là pour ça. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine sur Isomaths.